Alors, le sens d'un livre, est-ce qu'il est gravé dans le marbre par l'auteur, une fois pour toutes, ou est-ce que chaque lecture, crée une œuvre complètement nouvelle? C'est une question qui est juste fondamentale. On va explorer ensemble cette rencontre, assez fascinante en fait, entre un texte et un esprit, pour essayer de comprendre d'où vient vraiment le sens d'une œuvre. Ça peut paraître un peu bizarre comme question, je sais. Après tout, les mots sur la page, ce sont les mêmes pour tout le monde, non? Et pourtant, il y a un cas d'étude bien réel et assez bluffant qui va nous montrer que la réponse, elle est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et franchement, plus passionnante. Ok, alors allons-y. Imaginez la scène. On est à la Sorbonne, à la fin des années 60. Un jeune assistant, Jean-Marie Goulmot, vit une expérience incroyable. En 1967, il étudie l'éducation sentimentale avec ses étudiants. Pour eux, c'est simple. C'est une histoire d'amour tragique. Mais avance rapide, 2 ans plus tard, 1969. Même université, un groupe d'étudiants similaire. Et là, le même livre est perçu comme un manifeste politique, une critique super acerbe. Les mêmes pages, le même auteur, mais le sens du roman a complètement basculé. La question c'est, comment c'est possible? Pour essayer de comprendre ce mystère, il faut commencer par la première pièce du puzzle, le texte. Parce qu'un livre, en fait, ce n'est jamais juste un objet qui flotte comme ça dans le vide. Il a tout un monde autour de lui. Et là, il y a cette citation de Malraux qui est géniale. Il dit en gros qu'un auteur ne part jamais d'une page blanche. Non, il se bat avec et contre tous les livres qui ont été écrits avant lui. C'est comme si chaque nouvelle œuvre entrait dans une immense bibliothèque imaginaire et se mettait à discuter avec les autres. La création, finalement, c'est moins une bataille avec la vie qu'une bataille avec la littérature elle-même. Mais attention, ce dialogue, ce n'est pas juste entre les livres. C'est aussi un dialogue, ou parfois un clash, avec les attentes du public. Des fois, c'est la façon même de raconter une histoire qui crée le conflit. Et pour ça, l'exemple parfait, absolument parfait, c'est le fameux procès de Flaubert pour son autre chef-d'œuvre, Madame Bovary. Alors là, on touche au cœur du problème. D'un côté, on a le procureur, Pinard, qui accuse Flaubert de rendre l'adultère glamour, en quelque sorte. Et pourquoi il dit ça? Parce que Flaubert utilise une technique qui, pour l'époque, est complètement révolutionnaire. La narration impersonnelle. En clair, il ne dit jamais « Attention, Emma fait quelque chose de mal ». Jamais. Au contraire, il nous plonge dans la tête d'Emma, on voit le monde à travers ses yeux, du coup, ses désirs, ses pensées, tout ça nous est présenté comme des faits. Et cette absence de jugement moral de l'auteur, ça a complètement choqué le public de 1857. Flaubert, il a fait exploser une convention et il a laissé les gens dans un état d'incertitude totale. C'était nouveau et c'était super déstabilisant. Ok, donc on a vu le texte. Maintenant, il faut s'intéresser à l'autre côté de l'équation, qui est tout aussi crucial, la personne qui lit. Parce que si le texte, c'est une proposition, c'est bien le lecteur ou la lectrice qui va l'accepter et lui donner vie. Et pour bien comprendre ce rôle, il y a un concept super important, développé par un théoricien qui s'appelle Hans Robertjaus. C'est l'horizon d'attente. L'idée, elle est assez simple au fond. On n'ouvre jamais un livre en étant une page blanche. C'est impossible. On arrive avec tout notre bagage, notre culture, nos valeurs, et puis tous les livres qu'on a déjà lus avant. Et c'est tout ça, cet horizon, qui va dessiner notre toute première approche du texte. Et ça nous amène au deuxième concept clé de Jaus, l'écart esthétique. C'est tout simple, c'est le fossé qu'il y a entre ce à quoi on s'attend, notre fameux horizon d'attente, et ce que le livre nous donne vraiment. Si ce fossé est tout petit, le livre nous caresse dans le sens du poil, il confirme ce qu'on pense déjà. Jaus appelle ça du divertissement culinaire juste pour la consommation. Mais si le fossé est immense, si le livre nous bouscule, nous force à revoir notre façon de penser, alors là, on touche à quelque chose de vraiment artistique. Bon, résumons. On a nos outils. D'un côté, un texte qui peut être volontairement ambigu. De l'autre, un lectorat qui arrive avec son propre horizon d'attente, et cet horizon peut évoluer. Alors maintenant, on peut revenir à notre énigme. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre 1967 et 1969 ? La réponse, elle tient en 2 mots. Ou plutôt, en 1 mois et 1 année, mai 68. Entre ces 2 lectures, il y a eu ce séisme social et politique qui a secoué toute la France. Cet événement extérieur au livre, ce que Goulmot appelle le hors-texte, a littéralement fait exploser l'horizon d'attente des étudiants. Le truc, c'est que les étudiants ne lisaient tout simplement plus avec les mêmes yeux. Avant 68, leur focus, c'était la grande histoire d'amour, Frédéric et Madame Arnoux. C'était ça le cœur du roman pour eux. Mais après 68, leur regard a été comme aimanté par autre chose. Les scènes politiques, la satire des clubs révolutionnaires, le sac des Tuileries. Et du coup, le héros, Frédéric, s'est transformé. Fini l'amoureux romantique, bonjour le bourgeois réactionnaire et lâche. Le texte, lui, n'avait pas bougé d'une virgule, mais le monde autour, oui. On le voit bien, donc, le sens, il n'est pas caché à 100% dans le texte, et il n'est pas non plus inventé à 100% par la personne qui le lit. Non, il n'est pile au milieu, dans la rencontre entre les deux.
Et ça, le théoricien Wolfgang Iser l'a décrit d'une façon magnifique. Il imagine deux pôles. D'un côté, le pôle artistique, c'est le texte, la création de l'auteur. De l'autre, le pôle esthétique, c'est la concrétisation de ce texte dans l'esprit de la lectrice ou du lecteur. Et l'œuvre littéraire alors ? Eh bien, ce n'est ni l'un ni l'autre. C'est l'espace virtuel qui existe entre les deux. L'œuvre, ce n'est pas un objet, c'est un événement. Un processus qui se passe en direct pendant qu'on lit. Et cette idée, elle n'est pas si nouvelle que ça. Déjà au XVIIIe siècle, un auteur comme Laurence Sterne disait qu'il fallait couper la poire en deux. En gros, laisser des trous, des non-dits, pour que l'imagination de la personne qui lit ait de la place pour travailler. La lecture, c'est donc un peu comme un jeu, une co-création. Le texte fixe les règles du jeu, mais c'est à nous de jouer la partie. Mais alors, si on a autant de pouvoir en tant que lecteur ou lectrice, quelle est la place de l'auteur dans tout ça ? Est-ce qu'il doit nous tenir par la main, nous guider, ou au contraire devenir une sorte de fantôme, s'effacer complètement ? C'est une question qui a déclenché un débat, mais un débat passionnant au XIXe siècle. Et pour illustrer ça, on a un clash de titans. Dans une lettre à Flaubert, son amie George Sand est furieuse contre l'éducation sentimentale. Pour elle, c'est simple. Un auteur a une responsabilité morale. Il doit dire qui est bon, qui est mauvais. Cacher son opinion, pour elle, c'est juste ne pas vouloir être compris. Et Flaubert, en face, a une vision diamétralement opposée. Pour lui, l'artiste doit être un scientifique, impartial, objectif, et laisser la personne qui lit absolument libre de se faire son propre jugement. Ok, on a vu que lire, c'est un acte complexe, c'est créatif, c'est parfois même un peu déroutant. Mais au fond, la vraie question c'est pourquoi on fait ça ? Pourquoi est-ce que c'est si important de se plonger dans ces mondes de papier ? La philosophe Danielle Salnave a une réponse que je trouve magnifique. Elle dit qu'en lisant, on s'identifie au personnage. On s'oublie un peu soi-même pour devenir, le temps de quelques pages, quelqu'un d'autre. On devient autre. Et c'est justement en faisant ce détour, en sortant de soi-même, qu'on peut ensuite revenir à sa propre vie et la voir, la comprendre avec un regard tout neuf. Louis Aragon l'a résumé en 3 vers absolument géniaux. La littérature, au fond, elle répond à ce besoin humain fondamental, celui de pouvoir faire l'expérience d'autres vies, d'autres consciences, pour mieux comprendre la nôtre. Finalement, chaque livre qu'on ouvre nous pose, sans le dire, une question. Est-ce qu'on cherche un guide, quelqu'un qui nous montre le chemin, comme le voulait George Sand, ou est-ce qu'on préfère la liberté et même l'incertitude que nous offre Flaubert ? Parce qu'au bout du compte, dans cette rencontre magique entre un texte et un esprit, c'est une histoire complètement unique qui s'écrit, à chaque fois.